Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conversation avec Francine Lecoultre à mes côtés. Comme on a déjà dû vous l'expliquer, c'est une conversation, donc ça veut dire qu'on compte sur vous pour poser des questions. Et s'il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à lever la main. Il y a une personne là avec un, ou voire même peut-être plusieurs micros qui vous les tendront bien volontiers. Et voilà, on tentera de répondre. Très bien. Alors, voilà, à mes côtés, Francine Lecoultre, euh, costume designer à Hollywood depuis une trentaine d'années. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite cette conversation par une première question. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter votre parcours? Parce que je crois que vous n'êtes pas né costume designer, mais vous l'êtes devenu un peu dans presque une deuxième carrière. Enfin voilà, comment êtes-vous arrivé à ce métier? Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer ici. Et euh, j'ai en fait euh, commencé par d'autres intérêts et d'autres professions. Mon premier place d'enseignement était institutrice à l'école réformée de Bulle. Mais j'étais intéressée par les branches artistiques depuis toujours. Et ensuite, je suis devenue professeure d'activité créatrice, de dessin. J'ai voyagé depuis Bulle jusqu'à Romans et ensuite Fribourg à l'école normale. Donc ça, c'était un début. Donc ma vie était tracée comme enseignante et puis ça me plaisait beaucoup. Et au cours d'un congé sabbatique, j'ai voyagé aux États-Unis et là, j'ai eu l'occasion de commencer une formation de costume designer. C'était vraiment par hasard et aussi je comptais retourner en Suisse après ça. Et bien, les choses ont changé et j'ai pris la décision de rester à Los Angeles et de devenir costume designer. Voilà, c'était un grand risque quand même, puisque je ne savais pas vraiment euh, comment on s'organise pour cela et j'avais pas vraiment des contacts. Donc, il y a des choses quand même qui sont assez compliquées, comme le permis de conduire. On ne peut pas être dans une ville comme ça sans voiture, et la green card, ou un visa, et ainsi de suite. Voilà, alors c'était euh, un peu comme une montagne à grimper, et c'est un peu comme ça que tout a commencé en fait. Est-ce que peut-être pour les personnes qui ne le savent pas, vous pourriez expliquer qu'est-ce que ça veut dire costume designer? C'est quoi créatrice de costumes en français? Oui. Mais voilà, est-ce que vous pouvez raconter un peu en détail à quoi correspond ce métier? Mais voilà. Alors, en fait, je pratique plusieurs directions de ma profession. J'ai toujours été intéressée à des choses différentes. Donc, je travaille en tant que costume designer. Ça veut dire que je crée les costumes d'un film complet. Ou alors, vous avez la photo ici de Hocus Pocus. C'est un de mes plus récents costumes. Euh, où j'ai créé des tissus. Donc, je me suis spécialisée aussi dans les tissus spéciaux. Et je dis que c'est le plus récent parce qu'il est sorti, ce film est sorti juste avant Noël, mais en fait, il va y en avoir un encore plus récent qui est Shazam 2 qui va sortir dans une semaine. Alors là, j'ai fait aussi énormément de fabrication de tissus. Et alors, vous allez voir un peu les deux, en fait, dans cette présentation. Costume designer, c'est en fait un métier créatif. Vous créez le look d'un film, si vous voulez, vous créez, si vous voulez, l'époque, enfin, tout le design et tous les projets. Mais il y a aussi plusieurs autres aspects de la profession qui sont en fait gérer une équipe, engager une équipe, les budgets et ainsi de suite. Donc, il y a... bon, d'abord, vous vous entourez d'une équipe et puis c'est vraiment une grande responsabilité puisque
tout ce qui se passe dans votre département, c'est en fait, à vous que les questions se posent et ainsi de suite. Donc, pour moi, j'aime bien les deux aspects, puisqu'il y a un des aspects qui est peut-être plus pratique et manuel, et l'autre qui est beaucoup plus d'organisation et de gestion, en fait. Mhm. Et est-ce que c'est difficile quand on vient de Suisse, qu'on est néophyte ou nouvellement diplômé d'une école, de se faire une place à Hollywood, qui concentre un peu tous les professionnels du cinéma, du monde entier, qui viennent ici pour espérer faire fortune, travailler, etc. Donc voilà, est-ce que c'était très difficile pour vous de vous faire une place au soleil? Il faut dire oui quand même, parce que je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, mais pour moi, il y a peut-être eu beaucoup de chance aussi, c'est-à-dire que vous faites des premiers contacts, puis après, vous continuez, vous créez des équipes, et c'est quand même vraiment networking. Je vais vous servir plusieurs mots en anglais, puis vous voyez que j'hésite aussi en parlant parce que j'ai pas tellement l'habitude de parler en français. J'ai très peu d'expérience de costume design en français, donc je cherche mes mots constamment mais voilà. Alors le networking, ça veut dire qu'il faut sortir, qu'il faut rencontrer des gens et qu'il faut se faire connaître. Donc ça, c'est très important. Ouais, on va parler de réseautage en français. Pardon? On parlera de réseautage en français. Excellent. Voilà. Ben voilà, j'apprends quelque chose. Voilà. Oui. Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions dans le public? Ah, voilà, une dame. Bonjour madame. J'aimerais savoir comment commence la création de costumes pour un film. J'imagine que vous faites partie de l'équipe de la production, de la réalisation. Est-ce que vous avez un cahier des charges? On vous donne un cahier des charges pour créer les costumes ou le costume? Non, il n'y a pas de cahier des charges et on ne vous dit jamais ce que vous devez faire. Vous devez vous débrouiller. Mais bon, il y a quand même je dirais, des choses qui se... Bon, d'abord, dans les écoles, on vous apprend aussi, mais en général, on ne vous rappelle pas de ce qu'il faut faire. Il faut que ce soit prêt au bon moment, en fait. Donc, mais je vais, pour répondre à votre question, la première chose... c'est normalement des concours, en fait, pour obtenir un projet. Donc, vous avez déjà, pour ce concours, préparé. Ça veut dire que se préparer, vous lisez le script et ensuite, vous faites une recherche peut-être de la période, de l'histoire, des personnages, et vous faites une présentation avec peut-être quelques dessins ou un collage ou quelque chose comme ça. Donc, déjà, cette partie-là vous prépare déjà au projet. Et ensuite, eh bien, vous aurez un horaire, si vous voulez, on appelle ça le schedule, je ne sais pas non plus en français comme on dit, mais dans votre schedule, vous avez par exemple les fittings avec les acteurs, donc on sait exactement quand il faut préparer, on sait quand le tournage va commencer, par exemple. Donc vous gérez votre temps par rapport à ces éléments. D'accord, mais au niveau des costumes eux-mêmes, vous n'avez pas... par exemple, on vous dit, pour ce personnage-là, il faudra une robe de cette couleur-là. Là, vous êtes complètement libre. Non, ça peut arriver. Par exemple, puisqu'on reprend cette photo ici de Hocus Pocus, comme c'est le film 2, donc on se réfère au film 1 souvent, et puis il peut y avoir des changements. Par exemple, dans le film 1, la robe était violette, et là, il avait été décidé de changer de couleur, mais vous avez quand même parfois des données, ou parfois il n'y en a pas, en fait. Donc, voilà. Merci. Et où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour ces costumes? Ou lorsque vous devez créer des nouveaux tissus, je crois que vous faites beaucoup de sérigraphie, où est-ce que vous allez chercher un peu cette créativité qui va faire la différence, qui va faire qu'on vous engage plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, ça c'est aussi intéressant parce que dans l'histoire, quand vous lisez le script, vous comprenez déjà, par exemple, il y a beaucoup de films de science-fiction qui sont, bon, c'est futuristique, la science-fiction, mais on commence très souvent avec l'histoire. Par exemple, vous aurez
par exemple, je prends Shazam, où vous avez une godesse grecque. Donc, godesse grecque, on va reprendre des motifs dans la Grèce antique, et puis on recherche beaucoup ces patterns, je veux dire patterns, c'est donc ces motifs, en fait, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de tests, en fait. Vous n'allez pas avoir une idée comme ça à la minute, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup d'essais. Il y a une période, quand même, surtout les tournages de films. La télévision, ça va beaucoup plus vite, mais sur les tournages de films, vous allez faire beaucoup de tests et faire des présentations et voir un peu ce qui plaît. Donc ça, c'est un moment qui est très agréable parce qu'on joue beaucoup, en fait. On essaye et la direction se définit comme ça peu à peu. Donc, c'est très intéressant puisque c'est une collaboration collective, en fait. Donc, vous avez, par exemple, bien sûr, le metteur en scène, les producteurs vont aussi faire des décisions, mais vous avez aussi, par exemple, le production design qui est la scène ou peut-être le photographe. Là, mes 2 derniers films dont j'ai fait le design des costumes, c'était des films noir-blanc. Alors, pour un film en noir-blanc, on pourrait imaginer qu'on va faire des costumes noir et blanc, mais en fait, pas du tout, parce que ce serait vraiment très plat. Et alors, en fait, le film était tourné dans le désert, donc j'ai utilisé la couleur des pierres du désert qui est un peu dans les ocres, sable, comme ça. Et ça donne une espèce de couleur au noir et blanc, si vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment un aspect que je vais développer avec le metteur en scène, par exemple. Et alors aussi, je vais juste revenir pour les idées et les textures. C'est aussi très important pour le cinéma d'avoir des éléments qui ont une espèce de relief ou une texture. Autrement, si c'est trop plat, bien ça va il va pas avoir de dimension, si vous voulez. Donc là, il y a très souvent, c'est un petit peu mes techniques où je crée des textures et des matières qui vont donner un effet de relief à l'écran. D'accord. Et par exemple, pour un personnage de sorcière ou quelqu'un d'un peu maléfique, comment vous allez vous y prendre pour traduire cette personnalité de ce personnage dans son costume? Ah oui, moi j'adore les personnages maléfiques, très mauvais, méchants, comme ça, c'est vraiment intéressant, plus que les jolies princesses, mais quand même, on fait les deux, hein, mais ce qui est... Bon, on va souvent utiliser, par exemple, la couleur vert, une espèce de vert acide, où on va... il faut des fois aussi aller très vite avec les idées, donc j'ai en fait utilisé... Par exemple, j'ai des motifs que je reprends souvent, et c'est intéressant que vous mentionniez, faites la différence, parce que on m'a souvent... On m'a souvent dit que j'avais une manière de m'exprimer qui est différente. En fait, je suis née dans un village de Kurti, et après j'ai vécu dans la campagne, et on n'avait pas de télévision. Moi, j'ai eu ma première télévision à 35 ans, donc je n'ai pas grandi avec le Disney Channel, où j'ai pas de Barbie ou des choses comme ça. Donc, on faisait vraiment les choses soi-même. Donc, mon grand-père avait une peau de serpent. Et j'étais fascinée par cette peau de serpent que je touchais tout le temps. Et en fait, je m'aperçois que dans beaucoup de mes projets, vous les verrez dans les photos, je remets cette peau de serpent. Parce que pour moi, le serpent, c'est méchant. Vous voyez, quand vous avez 6 ans, vous dites c'est quoi un serpent? Alors, j'ai vraiment conjugué cette peau de serpent à toutes les sauces. Et puis, c'est des choses que je reprends comme ça spontanément, en fait. C'est un peu mon registre personnel, la structure du bois, les plantes, les feuilles, ces choses-là, en fait. Est-ce que c'est très différent de travailler sur des costumes contemporains, enfin des habits
pour dire simplement, ou alors sur des costumes dans un film de science-fiction où on doit imaginer comment seront habillés les gens dans une centaine d'années, ou alors au contraire un film historique où vous allez devoir faire des recherches. C'est presque des métiers différents. Oui, c'est presque des métiers différents, mais aussi vous avez beaucoup de films où les choses se recoupent, donc il faut que vous soyez en fait bien bon dans tous ces domaines. Enfin, mais je crois que pour moi, ma spécialité, c'est des costumes qu'on fabrique vraiment et qui ont une complexité. Parce que d'abord, c'est parce que j'aime ça et parce que j'ai de la patience et c'est aussi techniquement un défi. Donc, c'est un peu ça qui est ma spécialité, oui. Puis une fois que vous avez votre spécialité, ben, on vous demande ces choses-là. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a plusieurs personnes. Alors, oui. Non, attendez juste le micro, madame. Voilà. Merci. Je voulais te demander comment est-ce que tu en es venu à l'utilisation de la 3D dans la création des costumes? Comment ça se passe? Alors oui, ça, je vais... c'est aussi un miracle ou une question que je me pose moi-même, mais en fait, j'aime bien les choses techniques, j'aime bien le défi technologique. Je suis née dans une fabrique de pierres fines pour l'horlogerie. Alors à 4 ans, j'étais assise sur ma petite chaise et puis je regardais comment les choses se faisaient. Mais en fait, bon, je voyais rien parce que ils étaient tous plus hauts que moi, mais quand même, j'étais fascinée et j'ai toujours appris, mes parents m'ont appris à inventer, à travailler de mes mains. Donc, j'avais une petite machine à coudre. Ma sœur et moi, on avait une petite machine à coudre. Et à 6 ans, j'adorais coudre avec ma manivelle, etc. Donc, c'est passé comme ça. Donc, ma première machine, c'était la machine à coudre, mais j'adore les machines. Donc, et aussi dans les costumes, ou bien sûr pour tout le design, il y a une évolution qui se fait constamment. Et c'est très important de se renouveler chaque fois parce que on a passé par exemple du travail, moi j'ai fait beaucoup de sérigraphie, donc du travail manuel sur votre film qu'on dessine directement. Après c'est devenu digital, donc c'est pas tellement une bonne nouvelle, mais il faut bien s'y mettre. Et ensuite quand l'impression 3D est arrivée, ben, j'ai commencé de me spécialiser. Et c'était juste pendant le pandémique que vraiment, j'ai reçu une commission du musée de l'Académie. Donc, c'était un bon timing puisque j'ai eu le temps de rechercher comment faire ces fichiers et tout cela. Donc, il n'y avait pas le stress en plus. Donc, c'était vraiment bien de pratiquer. Maintenant, c'est aussi une technique que je pratique, on pratique beaucoup. Et ben, ça va se généraliser encore plus, en fait. Bon, pour être honnête, je préfère le travail à la main, mais aussi, il faut bien... ben, je pense que la combinaison entre les deux, c'est quand même aussi extraordinaire, oui. Ouais, quel type d'objet, par exemple, vous fabriquez avec une impression 3D? Alors, ben, ça va être... là, j'ai fait plusieurs... Bon, j'ai fait des pièces, des objets, etc. Mais la pièce... disons, qui a été vue dans un film. La première, c'était une couronne qui était portée par le prince dans Coming to America. Donc, une couronne, j'en ai une ici, donc c'est une partie d'une couronne, enfin, je vais vous montrer. Alors, mais vous la verrez sur une photo. Et... alors, elle est un peu cassée, hein, parce que c'était un projet. Mais en fait, cette couronne, ce qui est difficile, en fait, dans une couronne, c'est qu'il faut qu'un acteur puisse la porter. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu quand vous êtes loin, mais bon, voilà. Alors, l'idée, c'est, bien sûr, il faut les endroits pour placer les cristaux, il faut que ce soit exact. Puis alors, la chose la plus difficile, c'est qu'il faut que ça s'ajuste sur la tête d'un acteur. Donc, il faut que ce soit exactement la forme juste. Et
personne ne va vous dire oui, oui, ça joue bien si ça joue pas exactement. Donc, c'était vraiment très difficile. Et alors, la deuxième fois, puisque j'avais réussi à faire celle-là, on m'a demandé cette couronne pour le musée de l'Académie que vous allez voir tout à l'heure. Et alors là, c'était vraiment encore beaucoup plus compliqué. Allez, juste pour finir avec ça, parce que chaque projet a toujours beaucoup d'éléments complexes. Donc, j'avais en fait, donc c'est du plastique en fait, et je fais toujours beaucoup de tests. Donc, j'avais martelé mon projet pour faire croire que c'est fait à la main. Et ensuite, j'ai fait du plaquage doré. Et le plaquage doré, après, il était patiné, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a l'impression vraiment que cette couronne est en métal, en fait. Et puis là, vous entrez dans les effets spéciaux, parce que dans les effets spéciaux, c'est toujours de l'illusion, par exemple. Vous voulez faire un costume en métal pour une goddess grecque, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser du métal, alors on utilise, par exemple, du silicone ou des choses comme ça pour qu'on puisse bouger, pour les cascades et tout ça. Donc, c'est un peu vraiment ça qui me fascine, c'est en fait comment on crée un certain effet avec différents matériaux. Donc, en somme, le costume designer fait partie, presque, on pourrait dire, de la grande famille des effets spéciaux. Oui. D'accord, donner de l'illusion, c'est ce que vous disiez. Voilà. Et puis, à combien d'exemplaires vous devez fabriquer chaque costume? J'imagine qu'un seul, ça ne suffira pas. Oui, alors là, cette question-là, c'est aussi... là, on peut vous parler du dessus de l'iceberg. Ce que vous voyez, en fait, dans un film, c'est juste le dessus de l'iceberg, parce qu'en fait, tous les costumes ont des doublures. Donc, vous allez en faire 2, c'est vraiment le minimum, pour que si jamais il y a un accident ou quelque chose. Mais ensuite, 4, je dirais, c'est un bon nombre. Mais parfois, vous en allez en avoir 25 ou plus, en fait. Donc, il faut reproduire tous ces costumes avec beaucoup de détails. Alors, voilà, ouais. Donc, vous imaginez, par exemple, quand vous voyez un film où il y a peut-être 1000 acteurs et qu'il y a encore des costumes où il y en a 20 ou 30. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question. Alors, tout à l'heure, vous parliez de texture par rapport au costume. Vous avez 30 ans de carrière. Vous avez vécu du coup l'un des changements les plus importants de l'histoire du cinéma ces dernières années, surtout aux États-Unis et surtout dans le domaine du blockbuster dans lequel vous officiez, à savoir le passage du tournage en pellicule, donc à l'argentique, au numérique. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose pour les costumes et surtout cette texture dont vous parliez? Oui, ça change beaucoup. On n'était pas très enthousiaste en fait de changer, mais c'est une très intéressante question parce que j'ai aussi fait 2 tournages maintenant avec la pellicule noir-blanc. Donc, ça existe encore et c'est complètement différent. Donc, avec la haute définition, c'est plus précis, mais c'est plus harsh en fait. Les contrastes sont moins... je dirais variés. Mais maintenant, tout est en fait en haute définition finalement. Mais là, mes 2 derniers films ont été en pellicule et noir et blanc. Donc, c'est vraiment beau de reprendre ces anciennes techniques. Et puis, c'était noir et blanc, mais c'était aussi stop motion et live action. Donc, on a repris les miniatures et tout ça. Donc, il y a aussi énormément d'effets de techniques, en fait, technologie. Après, avec la question que vous posez, on dit aussi que les costumes vont disparaître parce qu'on va utiliser, tout va être virtuel. Mais en même temps, ça, je ne le crois pas quand même parce que vous aurez toujours besoin de vêtements et les acteurs auront besoin toujours de matière et de beaux costumes et ainsi de suite. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Très bien.
Voilà, peut-être qu'on veut passer à une autre question, si Des quelqu'un en a une, diapositives. ou aux diapositives. Oui, mais non, encore une question, s'il y en a, oui, bien sûr. Ah. Oui. Alors, comme vous travaillez sur des tissus, j'aimerais savoir comment vous travaillez avec les industries qui fabriquent les tissus. Vous avez votre liste probablement enfin, des préférés. Est-ce que, parce que la Suisse a aussi une grande tradition de tissus, des tissus compliqués, à commencer par les dentelles. Vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Mais bien sûr, oui. Alors, les tissus sont donc ma passion et je connais bien les fabricants de tissus de Saint-Gall, par exemple, puisque j'ai eu la chance de créer les costumes d'Expo 02 et donc j'ai eu plusieurs maisons de Saint-Gall, dont Jacob Schlepfer et une autre encore qui m'avaient produit certains tissus. Et ces tissus sont extraordinaires. Donc, j'avais visité les 40 ans de collection chez Jacob Schlepfer. C'est vraiment fantastique. Donc, et aussi, j'aime bien, j'ai fait beaucoup de tournages en Inde, en Chine, en Jamaïque ou d'autres endroits où vous avez aussi une production de tissus extraordinaire. Donc, j'aime beaucoup travailler avec les artisans locaux qui vont créer des choses pour vous. Donc, je dois dire que je crée des propres tissus quand je travaille avec une équipe et je m'occupe que de certains costumes. Mais si je suis costume designer sur un film, je ne vais pas avoir le temps de faire les tissus moi-même. Donc, j'ai évidemment beaucoup d'adresses et beaucoup d'anges un peu partout qui vont créer des choses, oui. Et comme vous aviez dit, là, j'ai des tailors, des tailleurs qui sont extraordinaires, des maisons d'effets spéciaux et des choses comme ça. Je fais aussi pas mal de publicité. Alors, dans la publicité, ça va très vite. Donc, vous devez avoir des spécialistes sur lesquels vous pouvez vraiment compter. Vous parlez de vos anges qui vous entourent. J'imagine que le nombre de personnes qui vous entourent dépend de l'importance de la production, du tournage. Mais sur un costume, par exemple celui d'Hocus Pocus, vous occupez de la vision plutôt artistique et il y a ensuite des personnes qui s'occupent de la réalisation. Comment est constituée votre équipe? Et est-ce que dans cette équipe, vous avez également une personne qui est votre agent et qui fait le tri dans les différentes propositions? Ou est-ce que c'est vous qui prenez toutes ces décisions seuls? Alors ici, il y a plusieurs éléments. Donc, commençons par l'agent. Donc ça, c'est le côté business. Donc là, j'ai un agent. Mon agent, c'est son seul travail, c'est de me proposer des projets et puis de discuter lesquels on va faire et aussi de prendre, négocier mes contrats, des choses comme ça. Donc c'est tout l'aspect organisation et projet. Et ensuite... l'équipe, j'en ai beaucoup d'équipes différentes en fait, parce que par exemple, le travail sur un tissu, je le fais moi-même avec mes mains. C'est très compliqué, il n'y a personne qui saura le faire. Vous voyez, c'est comme jouer du piano. Et quelqu'un m'a dit que j'avais 30 ans d'expérience, mais je crois que j'ai 70 ans d'expérience en fait, puisque j'ai commencé à 6 ans. Donc, il faut bien dire que... on me dit souvent, mais tu ne peux pas te faire remplacer. Mais non, parce que ça demande énormément de calculation. Et puis, comme les tissus coûtent très cher, on ne peut pas faire une faute. Donc, si vous recevez, par exemple, un costume qui a été déjà coupé et préparé, vous n'en avez pas un autre. Donc, il faut vraiment faire très, très attention et ne pas se tromper. Donc... voilà, alors là, dans ce travail-là, je travaille seule dans mon atelier, mais avec aussi des assistants qui m'aident à faire des détails. Et sur le tournage d'un film, par exemple, l'équipe
varie, c'est-à-dire que ça peut être une petite équipe si c'est un film indépendant, mais je dirais un minimum de 10 personnes. Et sur un plus grand projet, c'est peut-être 50. Donc, et en plus, c'est vraiment l'équipe, mais après, on fait de la sous-traitance à d'autres. Par exemple, les effets spéciaux, ça se passe ailleurs, en fait. Donc, ça fait beaucoup de monde quand même. Donc, 50 personnes uniquement pour tout ce qui a trait au costume. Oui. Mais ça comporte la fabrication des costumes, ça comporte l'équipe qui est sur le tournage, ça comporte, je sais pas, les nettoyages, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne, oui. Est-ce que sur les tournages, il y a de nombreux imprévus qui vous obligent à être particulièrement créative, un peu avec les moyens du bord? Toujours des imprévus. On ne sait jamais comment on va arriver à la fin de la journée, mais on arrive toujours à la fin de la journée. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que... Parce qu'il y a toujours des choses qui ne marchent pas, ou un accident, et ainsi de suite. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est tous ensemble pour s'aider. En fait, il n'y a personne qui vous montre du doigt s'il y a quelque chose qui ne joue pas. Vous avez oublié quelque chose. C'est impossible d'oublier un mouchoir pour faire un tournage. Donc, il faut vraiment avoir une équipe qui est très organisée pour toutes ces choses, en fait. Ouais. Je crois que tout à l'heure, il y avait quelqu'un au fond qui avait une question. Oui, c'était madame. On va passer aux photos. Oui, après on passe aux photos. Je reviens sur le début de ta carrière et je voulais savoir s'il y avait un moment clé ou un film clé qui a vraiment fait que ça a démarré ou c'était petit à petit. Oui, alors ça, c'est très important parce que on dit souvent que le premier projet, il faut faire attention à son premier projet parce qu'après, vous allez toujours faire la même chose. Alors, il faut faire quelque chose. Enfin, j'ai enseigné aussi le costume design pendant plusieurs années. Alors, je disais toujours ça à mes étudiants, en fait. Le premier projet sur lequel j'avais travaillé, c'était Star Trek Télévision. Donc, c'était très intéressant parce que là, justement, j'ai créé des tissus spéciaux. Il fallait toujours créer des aliens ou des personnages qui n'existent pas. Alors, c'est là que j'ai ressorti mes peaux de serpent. Parce qu'un alien, vous voyez, il fallait... surtout, c'était très haute qualité, quand même haut de gamme. Donc, pour un début, c'était quand même un challenge. Donc... ça, c'était le premier. Là, j'ai travaillé quand même assez longtemps et ça m'a aussi bien donné une idée d'éthique, en fait, parce que sur les tournages, c'est une grosse machine et tout est réglé sur du papier à musique et puis il faut bien suivre. Il faut aller avec la machine, en fait. Et au début, vous n'avez vraiment aucune idée à qui demander ceci ou cela. Donc, il faut vraiment apprendre. Et alors après, mon premier film, ce qui était aussi quand même un miracle, c'est que c'était le film Batman and Robin, qui était aussi un grand tournage. Donc là, j'étais responsable de l'atelier de fabrication de tissus. Alors j'avais une équipe justement pour cela. Et ça a duré une année, ce tournage-là. Donc c'était quand même aussi un énorme apprentissage. Il y avait aussi énormément c'était une très grande infrastructure. On était une centaine de personnes à travailler là-dedans. Il y avait beaucoup de gens d'Angleterre. Et bon, c'est surtout très multiculturel. Donc, vous apprenez avec ces gens d'autres pays qui vous amènent leur technique, en fait. Alors voilà, alors après, ça s'est enchaîné comme ça. J'étais sur un espèce de trace où on vous recontacte. Donc, même les gens de Shazam, tout le producteur, j'avais travaillé déjà avec lui sur Batman. Donc, vous voyez, 30 ans après, vous travaillez toujours avec les mêmes personnes. Et puis, c'est quand même un plaisir, quoi. C'est beaucoup de travail, mais on a du plaisir de travailler ensemble. Oui. Oh, pardon. Oui. On en prend encore une? Oui. On prend encore une question, et puis après, on avancera avec les images. Bonjour. Les Américains aiment bien le prix des choses. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du prix? Et ça me touche de vous entendre parce que mon cousin
costumier à la Scala de Milan, mais il y a de ça 30 ou 40 ans. Et ma question, la deuxième, c'est un peu quel est votre avenir? Est-ce que vous pensez revenir en Europe un jour, ou bien est-ce qu'il y a des échanges entre les différentes disciplines de design? Merci. D'accord, alors je vais commencer par la plus compliquée, qui est le prix des costumes. Parce que, bon, je dois vous dire que, d'abord, des fois, je ne sais pas non plus exactement, puisque, même si je suis responsable du budget, puisqu'il y a d'autres éléments qui entrent, mais aussi, c'est une question qui est quand même confidentielle, dans le sens où... bon, c'est assez extrême quand même, ces prix, parce qu'on compte dans le prix d'un costume non seulement le tissu et la couture, mais on compte aussi l'infrastructure du bâtiment, etc. Donc, quand vous faites un film, vous êtes... Par exemple, il y a aussi l'équipe. Moi, par exemple, je suis responsable seulement du matériel que coûte le matériel pour faire les costumes, mais je ne suis pas responsable de l'équipe, ce qui est quand même une très bonne chose, puisque si je devais gérer... Après, on va vous demander, vous allez faire 12 costumes, puis après, on va vous demander encore plus, et encore des changements, et encore ci, et encore ça. Donc, si vous étiez responsable vous-même de cela, ça ne marcherait pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. Je ne peux pas vous répondre, puisque je ne suis pas responsable de tous les éléments, en fait. Un ballpark, n'est-ce pas? Oui. Alors, je ne sais vraiment pas, en fait. C'est quoi, des milliers, des centaines de milliers, des... Entre deux, quelque part. Mais non, mais bon, vous savez les budgets des films entiers. Donc, le costume, si vous savez le budget total d'un film, comme Avatar, par exemple, eh bien, normalement, les costumes, on dit que c'est 10% du budget complet. Donc, comme ça, vous avez une petite calculation, si vous voulez. Et puis, en même temps, c'est une question très difficile parce que quand vous êtes engagé pour un entretien, pour avoir un film, et vous êtes en compétition quand même avec d'autres designers, on vous demande souvent aussi combien ça va coûter. Donc, vous ne savez pas s'il faut être un peu bon marché pour avoir le projet, mais s'il faut être aussi réaliste parce que ça va coûter, vous savez bien quand même que ça va coûter très cher, quoi. Alors, voilà. Pardon ? Mon avenir, oui. Alors, mon avenir, d'abord, je devrais dire que je ne sais pas parce qu'on me demande toujours qu'est-ce que tu fais après, mais maintenant, par exemple, je ne sais pas. Donc, vous avez, puisque je réponds, bon, maintenant, c'est une période un peu lente à Hollywood parce que vous avez les Oscars qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc, il n'y a pas tellement de projets qui avancent parce qu'après, les producteurs regardent un peu qu'est-ce qui a bien marché, surtout avec la pandémie, qu'en fait, ça a quand même changé beaucoup l'histoire qu'on raconte. En fait, le public aime des choses différentes. Donc, la saison va redémarrer, je dirais, normalement vers le mois de mai, comme ça. C'est ce qui me permet de venir à Fribourg et puis de passer du temps à faire d'autres choses. Moi, j'aime bien, par exemple, travailler dans des endroits différents. Donc, et puis aussi travailler sur des projets différents. Par exemple, quand je travaille à l'étranger, en Chine ou bien en Inde ou à d'autres endroits, c'est plutôt pour faire du musical circus. Donc, musical circus, c'est plutôt théâtral quand même. Et j'ai travaillé sur des projets suisses aussi. Par exemple, je viens de faire un TV commercial pour Swiss Ski. Donc, quand vous voyez les compétitions de ski, vous avez un commercial avec des personnages blancs qui font du freestyle. Donc, j'ai fait ce commercial en octobre au Chili, à Santiago du Chili. Donc, et les costumes avaient des lumières LED, LED, comme on dit donc. Donc, c'était très difficile, j'avais très peu de temps, mais quand même, ça m'intéresse beaucoup. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça que j'attrape au vol quand même. Donc, l'année prochaine, j'ai déjà quelques idées, mais encore pas vraiment complètement, quoi. Puis, il ne faut pas trop s'enthousiasmer non plus quand on vous propose un projet parce qu'il va peut-être pas être fait. Donc, on dit toujours que
on a un projet quand on est dans l'avion pour aller travailler avec votre production. Entre-temps, il y a pas mal de changements comme ça qui vont dire. Donc, il faut quand même être très, comment je dirais, assez prudent quand même pour avoir le plan A, plan B et puis d'autres possibilités quand même. J'ai répondu à votre question. D'accord. Voilà, vous souhaitiez passer à l'image suivante. Voilà. On est toujours dans l'inconnu, en fait. Alors, moi, j'aime bien être dans l'inconnu. Si. Alors, donc... alors, ça, c'est pour avancer et reculer. Donc, avancer, c'est le grand bouton. Voilà, très bien, OK. Alors, je reviens sur l'autre quand même. Donc, voilà. Alors, ce costume de Hocus Pocus, c'était aussi intéressant parce que justement, c'était un projet qu'on m'avait proposé, puis après, qui était repoussé tout le temps. Et ensuite, il est revenu au moment où j'étais dans le désert faire autre chose. Donc, c'était assez ennuyeux, mais ça arrive comme ça. Donc, ce que j'ai bien aimé quand même dans ce projet, c'est que la tunique ici, je l'ai faite 8 fois, donc c'était quand même pas trop. Et ce qui est bien quand même quand un costume a du succès, par exemple, ici, ce qui s'est présenté, c'est que Bette Midler porte ce costume pendant tout le film. Donc, bien sûr, le costume va être vu. Et puis ensuite, c'est intéressant si elle aime bien son costume et ça fait une différence pour l'acteur, en fait. Et aussi... il était distribué dans le monde, donc il était sur le poster, donc c'est toujours intéressant quand un costume est apprécié, en fait. Alors, ici, vous avez les personnages en entier, ici. Et je vous laisse, vous avez peut-être une meilleure touch que moi pour faire ça. Ah, voilà. Voilà, ça c'est dans un essayage, par exemple. Voilà, on peut faire l'autre. Non, pas de touch. On ne touche pas meilleur. Non. Je sais pas. Ah bon? Alors ça doit être possible de faire quelque chose. Mais ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. Ça. Je sais pas. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner à pile, hein, mais... Non. Non. Je ne sais pas si tu peux nous aider. Voilà, voilà, on y est, c'est bon. D'accord. Ah, voilà, c'est ça. OK. Ah, d'accord. Erreur de débutant. OK. Alors parlez-nous de ce costume-là qui est magnifique, avec toutes ces dorures. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un costume du sel. C'est un costume d'un Starga King, c'est un roi. Et c'était un grand défi. J'ai travaillé avec une costume designer japonaise, Aiko Ishioka. Et là, c'était aussi pour moi une invention dans le sens où les inventions, ça vient parfois des erreurs. Donc, j'avais en fait travaillé avec des cadres de sérigraphie et les cadres de sérigraphie ont été mal nettoyés et il y avait un peu des fautes dans le tissu, si vous voulez. Et là, je l'ai présenté, alors que peut-être ce n'était pas une très bonne idée, mais la designer m'a dit « Ah, moi j'adore ça !» Et puis je dis « Mais ça, c'est une faute, en fait. » Et puis elle m'a dit « Bah oui, mais il faudra refaire cette faute. » Donc, c'est devenu ma spécialité, c'est-à-dire que j'ai créé ces tissus antiques où c'est patiné et c'est vieux. Donc, moi, je suis née dans un village médiéval, donc je savais bien comment c'est dans des maisons craquelées et ainsi de suite. Donc, j'ai reproduit. Et c'est devenu ma spécialité. On me commandait toujours ce antique pattern, gold pattern. Alors, voilà. Et puis, le défi aussi, c'est que vous voyez les coutures et vous voyez que c'est une vague, en fait, une vague d'eau, que la vague rejoint parfaitement. Donc là, il faut être suisse pour faire ça, vraiment, parce que j'ai des cadres de sérigraphie qui étaient très grands, plus grands que moi. Et quand vous faites les films avec le tissu et l'imprimé, ben vous voyez que ça joue vraiment bien. Donc je suis très fière de ce costume parce que c'était quand même difficile. Ouais. Oui. Alors ça, c'est les cadres de sérigraphie. Donc vous voyez qu'il y a de nombreux cadres. Et puis, il y a le côté, bien sûr, il y a le
gauche et droite, puis après il y a l'avant et l'arrière, donc il faut pas, justement là il faut beaucoup se concentrer pour que ce soit, enfin, je pense qu'il y a aussi d'autres métiers où il faut bien se concentrer, mais ça peut être en fait, on peut se confondre tous ces cadres en fait. Ça m'arrive parfois d'en avoir une dizaine pour chaque projet, ou même parfois 35, donc moi je trouve souvent que c'est un peu trop, mais c'est comme ça. Est-ce que des fois, vous pouvez vous permettre de faire des économies sur des costumes dont vous savez qu'ils seront filmés que de face, et puis dans le dos, on a des trucs apparents, C'est une très bonne idée, mais non. Et puis, justement, c'est étonnant les questions que vous me posez, parce que justement, dans ce costume, il y avait le devant, et puis moi, j'étais sûre qu'on allait utiliser les mêmes cadres pour l'arrière, puisque, franchement, économie, n'est-ce pas? Et alors, je parle au metteur en scène et à Eiko, et puis je dis, alors on va faire comme ça, puis elle me dit tout de suite, mais alors le côté, comment il va être? Je dis, le côté, ça va pas être extraordinaire. Elle m'a dit, non, non, non. Et alors, il a fallu refaire les autres cadres pour l'arrière de la robe, pour que le côté soit vraiment magnifique, et j'ai bien appris comment la qualité japonaise, c'est encore un autre niveau, oui. D'accord. Alors là, vous voyez le costume, donc il a fallu en faire plusieurs puisqu'il y avait du sang et puis il y a toujours des éléments qui font que le costume va être sali. Mais vous voyez ici, par exemple, au coin, vous voyez le détail du costume, donc c'est important que ce soit parfait, ces motifs, parce que quand vous avez des close-up, on va vraiment voir tous les détails, en fait. Close-up, c'est les gros plans. Hein, c'est les gros plans, oui, merci. Vous parliez de patine tout à l'heure, c'est ce qu'on voit sur cette vague en bas à gauche, voilà. Où le tissu est comme un peu presque abîmé ou craquelé. Et puis, ça m'aurait ennuyé, normalement, de faire ça, mais tout d'un coup, c'était vraiment le nec plus ultra, quoi. Monsieur, juste, monsieur. Tous les murs, sur les murs coulissent le tissu de la cape. Oui. Comment vous avez réalisé cette cape extraordinaire qui coulisse cette fameuse scène où le personnage s'avance? En fait, on se rend compte que les murs sont recouverts de la cape du personnage. La cape, c'était un tissu plissé, très léger. Donc, en fait, elle était énorme, en fait, oui. C'est un effet spectaculaire, jamais vu. Oui. Jamais vu. C'est intéressant que vous vous en souveniez, parce qu'il y a quand même de nombreuses années. Probablement, Eiko Shiuka fait partie des plus grandes costumières. Oui. Et du coup, effectivement, le travail que vous avez fait, j'ai vu l'exposition, je trouve ça... C'est juste magnifique, parce que des artistes comme ça, avec ce langage-là dans le costume, c'est extrêmement rare. Oui, et puis pour elle, en fait, elle prévoit son costume avant exactement comme ça déjà. Donc c'est une précision dans le visuel et dans le scénique en fait. Et en même temps, elle a reçu un Oscar pour le film Dracula et elle avait dit à Francis Ford Coppola qu'il n'y aurait pas de scène, les costumes seraient la scène. Donc il faut quand même avoir de l'audace pour ceci. Et puis en fait, elle le fait dans tous ses films. Bon, elle est décédée maintenant, mais elle l'a fait dans tous ses films. Le costume est tellement spectaculaire qu'il n'y a pas besoin de scène en fait. Et c'est tout dans les matériaux. Ouais. The Cell, en tout cas, c'est un film qui reste gravé. Peut-être pas le plus populaire au niveau financier, mais en tout cas, c'est un film. En tout cas, bravo pour votre travail, parce que il y a vraiment, c'est un enchantement d'artiste. Oui. Vraiment, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Oui. Voilà, alors on va passer à quelque chose de très différent. Alors, ça, c'était Il était une fois Enchanted. Vous pouvez me montrer le temps? On est bon avec le temps? Oui, on a encore une demi-heure. OK. Alors, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur chacun de ces projets que alors là, c'était en fait une histoire que c'était Disney quand même, et une histoire qui était déjà prévue, pré-concept en fait. Et quand on a commencé, il s'agissait de trouver une robe avec
beaucoup de textures et aussi il y avait des éléments comme la pluie, comme la boue et ainsi de suite sur le costume. Donc là, elle est en fait dans un sewage. Comment est-ce qu'on appelle le sewage? Les égouts. Les égouts, voilà. Elle sort d'une bouche d'égout. Donc c'est assez spectaculaire puisque la robe est toute blanche, mais après quand elle sort de l'égout, c'est vraiment très sale. Donc on peut y aller avec la prochaine. Voilà. Alors Amy Adams ici et la suivante. Voilà. Alors là, vous voyez l'ampleur de la robe absolument gigantesque et tous les motifs, c'est des motifs Art Nouveau. Et il fallait créer une décoration qui était un peu comme du gâteau, si vous voulez, pour que ça donne du relief et que ça scintille et que ça contraste avec les scènes de pluie, etc. Et alors, il y a eu 15 robes pour le tournage. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, il y avait 500 cristaux, petits cristaux Swarovski sur chaque robe. Et après, sur chaque duplicate de la robe, il fallait remettre les cristaux exactement au même endroit, puisque vous savez qu'il y a la continuité. Donc, quand vous filmez, si vous mettez les éléments à un autre endroit, ça ne va pas jouer, en fait. Donc, là, j'avais créé des templates, des chablons, si vous voulez, où on avait marqué exactement. Alors là, j'avais des jeunes filles de mon atelier qui étaient soit japonaises, soit d'endroits du monde où on adore faire de la précision, parce qu'elles ont passé des mois à faire ces décorations sur ce costume. Et alors, quand on avait terminé le tournage et les 15 robes, Disney a téléphoné et ils m'ont dit qu'ils voulaient encore 15 autres robes pour la campagne publicitaire. Alors là, vous ne pouvez pas leur dire que vous voulez partir en vacances, il faut se remettre au travail. Et puis, 15 nouvelles robes avec le même degré de finition. Voilà. Ouais. Et bon, ça va un peu plus vite parce qu'on a bien rodé la technique. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure des imprévus, voilà, ça en fait partie. Ça en fait partie, oui. Mais qu'il y a quand même un imprévu positif, c'est quand même un bon travail pour tout le monde. Hein. Oui, la suivante. Alors là, vous avez ces dessins Art Nouveau, donc c'était de reprendre ces motifs et puis de les agrandir, et tout ça, c'était assez spectaculaire. Alors ça, c'est une tunique chinoise qui est portée par Michelle Yeoh. Alors c'est aussi une fierté puisqu'elle vient de recevoir un Oscar. Et là, donc on peut passer à l'image suivante. Voilà. Ah ouais. Alors le motif, c'était aussi un motif chinois et c'est donc de nouveau antique gold comme toujours. Mais d'abord c'est très difficile parce que quand c'est géométrique, vous ne pouvez absolument pas faire une erreur. Si vous avez les fleurs Art Nouveau, vous pouvez toujours réparer et tricher un peu, mais quand c'est géométrique, et surtout là, c'était quand même assez fin, donc il faut qu'il n'y ait aucune erreur sur la tunique, en fait. Donc il faut être bien concentré. Pour qu'on comprenne bien, là, ce motif, en fait, il est réalisé en quelle matière? C'est de la peinture, c'est quoi? Non, ça c'est du... ça s'appelle puff paint. Puff paint, c'est une peinture qui gonfle quand on la chauffe, en fait. Donc, c'est toujours des techniques un peu spéciales qui donnent des effets, oui. Alors voilà, vous voyez, après, avec le velours, quand ça bouge, c'est assez beau quand même parce qu'il y a le contraste entre le métal et puis la souplesse du velours. Cette robe-là, combien d'exemplaires? 8 probablement, donc c'est raisonnable en fait. Alors ça, et peut-être certains, ça leur donne, je ne sais pas si certains étaient dans le spectacle d'ouverture d'Expo 02, mais il y avait aussi un challenge dans ce spectacle. Il y avait des sirènes qui nageaient dans le lac à 6 degrés et il y avait 150 sirènes, donc ces jeunes filles qui avaient ces jupes. Et alors, la question, c'est bien sûr comment l'eau réagit. Donc, j'avais en fait créé ce motif et sur du
net, je ne sais pas comment on dit, c'est un filet. Voilà, sur un filet très fin, un peu comme les bas, si vous voulez. Donc l'eau pouvait circuler et vous avez ce motif métallique. Donc c'était parfait pour le mouvement dans l'eau. Alors ça, c'était le dessin. Donc là c'était les projets de départ. Et aussi les combinaisons, juste pour vous donner une idée, les combinaisons avaient été créées par Rip Curl au Mexique. Et là, j'avais aussi imprimé les combinaisons avec ces motifs. Et donc, c'était un travail quand même assez important. Et surtout, ce qui était important, c'était le danger, puisque il y avait des jeunes filles, elles avaient 14 ans, et puis elles sont restées dans le lac bien froid en mai. Pendant au moins 1h30. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'elles avaient plus chaud que les spectateurs qui étaient sur les gradins parce qu'il faisait bien froid. Donc le costume était réussi quand même. Donc, juste pour situer, Rip Curl, c'est une société qui fabrique des combinaisons pour les surfeurs. Voilà, ça, exactement. Oui. Donc eux, ils avaient exactement l'idée de l'épaisseur de la combinaison pour cette température du lac et ainsi de suite. Donc il faut vraiment vous entourer de spécialistes qui connaissent leur métier parce que c'est dangereux. Les conditions météo, c'est toujours un paramètre à prendre en compte. Si vous parlez du désert tout à l'heure, il peut faire très chaud. Ou alors si vous êtes à la montagne, il fait en dessous de 0. C'est aussi des paramètres à prendre en compte dans les costumes. Bien sûr, bien sûr. Là, l'année dernière, j'étais dans le désert à Joshua Tree, il faisait 50 degrés. Et puis après, je me suis retrouvée à moins 10 degrés au Chili, dans les montagnes, à faire des tournages de nuit. Donc, il faut bien calculer son équipement, puis aussi son équipement personnel et aussi les acteurs, parce que c'est vraiment des extrêmes, en fait. Alors ça, c'était justement ce tournage sur ce film noir-blanc qui s'appelle Divinity. Il était ouvert à Sundance Film Festival. Et alors là, j'utilisais beaucoup ces détails métalliques qui sont en fait très bien pour la lumière, parce qu'en noir-blanc, ça peut être aussi assez... ça peut manquer de contraste. Donc, ça aidait beaucoup. Le metteur en scène voulait tout le temps ces effets métalliques. Alors, même à la dernière minute, il me disait, mais Francine, tu peux mettre un peu de métallique ici ou là. On se prête au jeu quand ça peut valoriser la scène, en fait. Oui. On a vu sur les sirènes tout à l'heure, et puis là aussi, que en l'occurrence, la comédienne, elle a une coiffure un peu particulière. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui... on vous dit que les personnages que vous allez habiller vont être coiffés de telle ou telle manière, ou est-ce que les deux choses se font de manière indépendante, ou est-ce que c'est coordonné? Alors... c'est la costume designer qui crée le look, en fait, des coiffures. Mais après, c'est en collaboration aussi avec l'équipe du maquillage et des cheveux, en fait. Mais la costume designer s'occupe des bijoux, des accessoires, des sacs, des choses comme ça. Tout ce qui est, en fait, qui fait partie du look, les chaussures et ainsi de suite. Ouais. D'accord. On change. Alors, c'est le même film, mais là, je voulais aussi montrer que parfois, il y a des prosthétiques. Par exemple, l'acteur ici avait une prosthétique sur la tête et qui grandissait tout le temps, alors un peu plus. Et alors, ça devient aussi des contraintes dans le tournage parce que c'est très inconfortable. Il y a 4 heures de maquillage et ainsi de suite. Donc, il faut toujours aussi travailler en collaboration. Et ça peut amener... là aussi, avec les masques, c'est aussi difficile parce que c'est quand même inconfortable. Donc, Alors là, c'est... aussi une technique que j'utilise beaucoup, c'est les plissés, parce que le plissé, ça avait été fait pour un TV comme un commercial, une publicité, mais c'est aussi une technique qui bouge bien, surtout pour le mouvement, c'est assez extraordinaire. Récemment, vous avez fait beaucoup de films un peu de super-héros. Vous avez collaboré, vous parliez de Shazam 2 qui sortira bientôt. Vous avez aussi fait la série Marvel WandaVision qui est sur Disney+. Oui. Comment est-ce que vous faites pour avoir ces capes magnifiques et toujours qui flottent merveilleusement dans l'air? Il y a des techniques, il y a des matières?
Bon, le matériau est très important. Puis justement, des techniques comme le plissé, ça donne dans la galerie, j'ai aussi créé un tissu de glacier où on a créé des plissés. Alors, c'est intéressant de créer un plissé parce que on peut créer des choses qui ne sont pas en magasin, qu'on ne trouve pas sur les étalages au magasin. Par exemple, pour cette installation, je travaille avec une fabrique où ils créent des vêtements plissés. Alors, on peut choisir un peu. On est comme un peu dans un magasin de bonbons, en fait, parce que je dis, ah, mais j'aimerais le plissé chevron. Alors, on fait le plissé chevron. Puis après, je dis, mais maintenant, tu l'écrases complètement. On fait du crash. Donc, vous pouvez quand même créer des choses qui n'existent pas. Donc, c'est encore de nouveau ma passion pour les machines, si vous voulez, de savoir que... on peut modifier les choses et on dit toujours créer un autre monde. Ben, cet autre monde, ça commence justement par les tissus. Donc c'est comme ça dans WandaVision, on avait créé ce personnage avec ces techniques-là, oui. Et puis ces plissés sont incroyables parce qu'ils sont faits à 200 degrés et vous pouvez laver la machine et ça ne s'en va pas, en fait. Donc, c'est vraiment professionnel. Très bien. Ça, c'était une robe que j'avais créée pour un spectacle Illusion en Chine. Et puis, on voulait ces grandes petticoats. Petticoats, c'est les jupons, oui, probablement. Et on peut retourner au petticoat, oui. Et alors, cette robe, vous avez un corset, vous avez un chapeau, j'aimais bien le chapeau aussi. Donc, c'est des robes que j'avais dessinées, ces petticoats, et les voulais vraiment grandes. Et en fait, on était près de Shanghai, au bord d'un lac, dans l'endroit où se faisait le travail. Et elles avaient été fabriquées à Shanghai. Et après... Elles étaient tellement grandes qu'on ne savait plus comment les transporter. Donc, il a fallu un véhicule complexe, assez grand pour transporter ces robes. On en avait 3. Alors, ceci, c'est cette pièce au musée de l'Académie. Et là, la difficulté, c'est qu'on a fait... C'était la Black Lives Matter. Et... il avait été créé pour l'ouverture du musée de l'Académie, ce personnage du film The Wiz avec Michael Jackson et Diana Ross. Et la robe est une immense robe que vous verrez dans le slide suivant. Et la robe était à Universal Studios. Et ensuite, la couronne avait été perdue. Donc, il n'a pas été possible de retrouver cette couronne. Alors, on m'a demandé de refaire cette couronne en impression 3D parce qu'il voulait quelque chose d'avant-garde et différent. La couronne avait été originalement faite en métal. Alors, je n'avais en fait... aucun exemple et aucune photo exacte, mais j'avais seulement les screen grabs du film. Donc, vous faites des photos pendant le film, si vous voulez. Donc, j'avais fait des photos dans différentes directions. Et comme vous voyez ici, il y a 5 couronnes. Au début, on avait identifié qu'il y en avait 4, mais après, il y en a encore une par-dessus. Et alors, il y a aussi plusieurs objets. Il y a un œil, il y a une étoile. Et puis, vous retrouvez de nouveau les pierres, ouais. Les pierres et les cristaux, et puis les endroits où ils sont sertis. Donc, j'avais quand même l'expérience, puisque j'avais déjà fait l'autre couronne, mais celle-ci, j'avais eu plus de temps pour finir tous les détails. Donc, tous les éléments sont faits en impression 3D. Le plus difficile, c'était l'œil. C'était tellement difficile de faire cet œil qui avait une belle forme ovale et qui ressemblait vraiment à un œil. Donc, ça demandait beaucoup de tests et d'essais, mais... ils ont été très contents de cette couronne. Alors, on peut regarder le costume complet. Donc, vous voyez le martelage et tous ces éléments. Alors maintenant, ici, vous avez le costume et la couronne en impression 3D. Il y a un film qui a été fait aussi pour l'explication de ce costume. Ouais. Alors, vous commencez un projet comme ça et puis vous ne savez pas bien comment... Enfin, vous êtes quand même soucieux d'arriver à le terminer puisque c'est une technique complètement nouvelle, en fait. Je crois que c'est la dernière.
Non, je crois qu'il y en a encore. Ouais, elle refait des caprices. Voilà. Ah, voilà. Alors on est ça, dans un autre univers. Dans un autre univers, oui, ça, ce sont des masques. C'était aussi pour une publicité des masques paparazzi. Ils avaient des flashs qui s'éclairaient. Et ils étaient alors portés par des acteurs. Alors le masque s'ouvre et puis vous le mettez, mais comme vous voyez, c'est quand même assez fermé. Et on se sent un peu claustrophobe dans ces masques. Alors il y en avait toute une série. Je crois qu'on avait fait une 12aine. Pas. Non. Voilà. Est-ce que les acteurs pouvaient voir à travers ces yeux de mouche? Oui, ils avaient des... ils voient, je ne vois pas très bien sur celui-là, mais ils avaient un endroit où ils voyaient, où il y avait du tulle aussi, et ils pouvaient voir, oui. Et ça, ce sont des échantillons. Ça, c'était mes premiers essais de 3D, des tests ou des essais. Qu'est-ce que c'est, ça? Des écailles ou des griffes? Des griffes, voilà, oui. Voilà. Alors, l'échantillon du milieu, c'est aussi assez intéressant parce que c'est une matière qu'on peut faire seulement en impression 3D. Et ça m'intéresse justement des matières qu'on peut faire seulement avec cette technique puisque c'est quand même assez complexe finalement. Et vous avez le nozzle, donc la pointe de la machine qui va distribuer le plastique et qui va comme ça circuler, mais vous ne pouvez pas faire ça d'une autre manière. Donc, je trouve que c'est intéressant de développer des projets en impression 3D qu'on ne peut pas faire autrement, en fait. C'est tout, c'est la dernière. C'est la dernière, d'accord. Voilà. Bon, on va la laisser. Voilà, on en profite pour demander s'il y a des questions dans le public. Oui. Alors, je pense que c'est différent de voir le costume, le costume en fait avec l'acteur, parce que ça vous permet de voir aussi, si on voit un échantillon en bout de tissu, c'est un peu abstrait, mais si on voit vraiment le costume, puis après vous pouvez regarder le film et vous voyez que ça bouge énormément dans le courant du film. J'aurais voulu savoir que deviennent ces costumes. Ces 15 magnifiques robes blanches, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, c'est toujours une question intéressante. En fait, les costumes sont la propriété des studios, mais il y a aussi des autres possibilités. Il y a aussi, par exemple, des acteurs qui ont une clause dans leur contrat, qui vont recevoir un costume, ça peut arriver. Mais bon, ils préfèrent probablement les costumes qu'on peut porter, qui sont contemporains. Il y a des maisons de costumes de location, donc ils sont aussi souvent vendus dans une maison de location, ils sont inventoriés. Moi, je ne garde pas de costume parce que j'ai déjà beaucoup de matériel et de choses, donc c'est très grand, puis en plus, comme ça coûte très cher, on ne va pas vous les donner de toute manière, donc il y a plusieurs scénarios différents. Parfois, maintenant, ils sont vendus aussi sur Internet ou sur eBay ou des choses comme ça, ouais. Oui, je crois qu'il y a tout un marché autour des props, des voilà. accessoires de tournage. Parce qu'en même temps, quand on travaille sur des costumes, vous allez vraiment faire des choses extraordinaires pour les acteurs principaux, mais pour les figurants, eh bien, vous allez louer des costumes, par exemple. Ça, c'est très fréquent, surtout les costumes d'époque ou même d'autres costumes de science-fiction. Madame, vous avez aussi une question? Oui, Francine. Je voulais savoir si, quand tu choisis les projets, qu'est-ce qui te fait que tu choisis plutôt ce projet plutôt que celui-là? Est-ce qu'il y a des fois des choses que tu n'as pas pris, tu as regretté? Oui, ça c'est un peu une espèce de hasard quand même, parce que il faut... si j'accepte un projet, je sais qu'après, je ne vais pas être disponible pendant plusieurs mois pour autre chose. Donc, il faut quand même accepter un projet qui vous plaît bien et qui ne va pas vous faire regretter. Donc,
Si je reçois un projet, d'abord, je vais probablement passer l'entretien si je le trouve que c'est intéressant. Puis après, je peux encore décider si je vais le faire ou non, en fait. Mais ça arrive toujours qu'on va travailler sur un projet, puis qu'après, on va vous offrir un autre, puis vous dites « Ah, mais c'est dommage !» Donc, oui, bien sûr, c'est comme ça. Sur combien de projets vous pouvez travailler en même temps? C'est l'un après l'autre ou des fois vous avez différents films à différents stades d'avancement sur lesquels vous travaillez? Alors, la plupart des projets, quand vous travaillez sur un projet, vous n'avez pas le droit de travailler sur un autre en même temps, ou bien alors vous pouvez arranger avec votre production. Je sais qu'en télévision, il y a beaucoup plus de designers qui ont plusieurs projets. Dans ce cas-là, ils ont leurs équipes qui sont vraiment bien indépendantes, mais ça arrive, par exemple, de multitasker, c'est-à-dire de faire plusieurs projets. Si vous êtes en fin, par exemple, d'un projet, que tout est établi, les costumes sont en place, il n'y a pas de problème de recommencer la pré-production sur un autre. On va toujours vous arranger de cette manière. Ou ça peut arriver, par exemple, que vous faites un film et puis après vous avez une publicité, mais une publicité, c'est 2 semaines ou 3 semaines, donc c'est aussi possible. On a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. On a vu la belle robe de Il était une fois. Ça, c'est une robe qui a été reprise pour être vendue après. Enfin, ils en font des costumes pour les petites filles qui sont vendues chez Disney. Là, vous avez un regard sur ces robes qui sont faites comme ça ou pas du tout? Oh, ça c'est une question qui est vraiment complexe alors, parce que il y a aussi beaucoup de... On appelle ça des royalties, c'est-à-dire qu'on touche des royalties et puis en principe on en reçoit point, c'est-à-dire que tous ces grands projets, ces grands films de super-héros Disney, en fait vous travaillez sur les costumes mais vous savez qu'il y a en même temps l'équipe de merchandising, donc qui fait les produits qui vont se vendre et vous dessinez presque vos costumes. Le merchandising, c'est presque plus important que les costumes. Je veux dire, bon, il faut être... Donc, il faut carrément travailler ensemble. Et vous recevez normalement pas de royalties, mais il y a quelques grandes costume designers qui ont réussi à négocier. Mais il y en a aussi qui se sont... Bon, normalement, vous êtes quand même bien payé en tant que costume designer et vous ne recevez pas encore des royalties pour les marchandises, en fait. Vous avez déjà une production qui vous a dit non, ce design, on ne va pas pouvoir le faire parce que ce ne sera pas réalisable pour les produits dérivés? On ne va pas vous dire comme ça, non, mais c'est quand même... J'ai 2 questions. Oui. La première, ça dure combien de temps pour faire un costume, enfin pour faire des costumes pour un film? Alors, oui, c'est une bonne question. Ça dépend. Ça peut durer quand même pour un costume principal. Il y a un temps de recherche qui est très long, en fait, pour faire le costume. C'est-à-dire qu'il y a le temps où on fait les dessins, où on fait les tests. Alors après, on dit à un certain moment qu'on passe en production. Alors, quand on passe en production, ça veut dire qu'on peut commencer à fabriquer. Alors, pour la recherche, ça va durer assez longtemps. Et puis la fabrication, je dirais quelques mois, peut-être. La deuxième, c'est vos dessins, vous les faites sur papier ou sur l'ordinateur? Alors, c'est une bonne question. Les dessins, j'ai commencé... je dessine toujours sur papier parce que c'est ça que je préfère quand même. Mais j'ai commencé dans ma carrière où on faisait des très beaux dessins sur du papier arche avec des aquarelles et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est presque toujours par ordinateur. Et puis surtout hyper réaliste. Par exemple, les producteurs aiment bien voir la photo de Leonardo DiCaprio qui est exactement comme sa photo et qu'on reconnaît bien qui porte le costume. Donc, ça est devenu vraiment digital, oui. Alors, pendant qu'on y est, j'ai encore une petite question. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parce qu'on voit bien dans ces films, il y a tout un concept qui est développé au départ. Puis à un moment donné, on va venir vers vous par rapport à la concrétisation des habits, donc tout ce qui est les costumes. Est-ce que c'est un moment où tout est déjà mis en place ou bien vous avez un mot à dire pour amener une plus-value, on va dire, dans le concept visuel du film? Oui,
Je dirais que ça évolue jusqu'à la dernière minute, en fait. Il y a des changements qui vont se faire. On dit toujours que les costumes designers s'arrêtent jamais de changer, s'arrêtent jamais de tweaker ou de faire des petits détails et des choses. Donc, vous allez jamais dire mon costume il est bien 2 semaines avant. Ça, c'est sûr que non. Alors, donc, à certains moments, on va peut-être vous envoyer faire autre chose pour que vous arrêtiez de changer. Ok, merci. Je crois qu'il y avait une question au fond. Oui. Oui. Je voulais savoir si déjà pour les essayages, comment ça se passe? Est-ce que les acteurs viennent vers toi ou vous vous déplacez avec les costumes? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, alors ça c'est aussi assez compliqué, ça change parce que maintenant les productions sont aussi beaucoup à des endroits différents. Par exemple, ça peut mettre des pays différents. Donc les essayages... ça peut se passer qu'on va se rendre dans la maison d'un acteur où il se trouve, mais normalement, ils viennent à la production et puis on fait des essayages. Mais aussi, maintenant, il y a aussi une tendance qui fait qu'on essaye de faire le moins possible d'essayages et on crée une sorte de mannequin ou de forme de l'acteur qui est exacte et on prépare le costume. Donc, quand ils viennent à leur premier essayage, c'est déjà super parfait puisque ça a été essayé. Ou alors, on a un fit modèle, par exemple, c'est une autre personne qui a exactement les mêmes mesures. Donc, ça évite de déplacer les acteurs trop souvent parce que ça les ennuie dans du temps. Donc, mais ça arrive aussi, par exemple, depuis Los Angeles, d'aller à Londres pour un essayage, par exemple, ou à New York, ou ainsi de suite, s'ils sont sur un tournage. Et maintenant, ces formes, on les fait en 3D, en impression 3D, justement. Donc, vous avez toujours la forme de votre acteur et ça vous permet de bien avoir un sens des proportions et puis d'être dans la bonne direction. Ouais, puis, comment réagissent les acteurs? Est-ce que tu as des souvenirs d'acteurs qui ont été vraiment complètement emballés par leur costume Oui, bon, il y en a qui s'intéressent pas trop, ou bien qui n'entrent pas en discussion. Il y en a qui vous disent qu'ils préfèrent, il y en a qui n'aiment pas vraiment. Ça dépend. Bon, par exemple, j'ai fait 2 films maintenant où il y avait des acteurs qui avaient un costume pendant toute la longueur du film, donc ou même simplement des fois un sous-vêtement. Donc pour eux, c'est pas quand même très intéressant. Je veux dire, ils sont quand même un peu ennuyés. Ils préfèrent des choses un peu plus variées et belles en fait. Bon, vous avez aussi des costumes qui sont pas gratifiants, disons. Donc ça fait partie du jeu d'un acteur. Alors, oui, ici. Ils aiment bien les costumes confortables, ça c'est sûr. Alors, moi j'aurais 2 questions. Tout d'abord, vous avez, je ne sais pas à quel moment, mais vous avez mentionné qu'il y avait une possibilité. Je ne sais pas, certaines personnes disaient que ce serait possible de remplacer le travail du costumier par la technologie. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait y avoir du travail fait ensemble, comme si vous avez un tissu comme un green screen? Vous pourriez travailler et puis utiliser encore plus la technologie avec les costumes? Sûrement, oui. Bon, je pense que ça évolue toujours. On nous pousse toujours un peu dans cette direction. Bon, par rapport au green screen, on peut faire quand même certaines choses. Je pense que le green screen, c'est aussi bien pour la scène. Donc, c'est un écran de remplacement et on filme l'acteur devant cet écran. Mais moi, je pense quand même que... Bon, je suis pour la sauvegarde des anciennes techniques quand même, parce que je pense que le beau travail fait à la main, c'est quand même magnifique. Et puis, je crois que c'est important, c'est aussi apprécié. Et... par exemple, j'utilise beaucoup l'impression digitale, par exemple, quand on a beaucoup de matériel à faire. Donc ça arrive très souvent. Donc, on utilise maintenant beaucoup de ces techniques différentes. Et puis, je pense que ça va continuer d'évoluer, en fait. Mais si vous êtes dans une école, je pense que vous apprenez probablement des choses beaucoup plus
des choses nouvelles. Moi, j'aime bien travailler avec des jeunes designers, des jeunes des écoles de design, parce qu'ils amènent du sang nouveau. Hein. Ils sont définitivement bien meilleurs que moi avec le computer. Moi, je suis quand même... j'ai appris quand même tardivement. Et l'autre chose qui m'avait un peu marqué, que j'ai trouvé assez amusant, vous avez dit que, comme règle, pas une règle générale, mais pour des personnages maléfiques, vous aimez bien le vert acidulé. Ouais. Oh, est-ce qu'il y a des autres règles qu'on suit? Est-ce que vous avez vu des autres choses pendant les 30 années, que souvent les bons personnages, ils portent quelle couleur ou... Oui, bon, ça peut être violet, ça peut être vert, mais en fait aussi ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans d'autres pays, les éléments sont différents, les couleurs, les codes de couleurs sont différents. Par exemple, en Chine, les éléments sont le bois, le métal, alors que chez nous, c'est l'eau, la terre, le feu. Donc, vous devez, avant même de commencer les costumes, vous devez d'abord lire et puis savoir quels sont leurs codes, en fait, pour pouvoir exprimer leurs costumes, puisque vous allez, en fait, parler leur langage. Et puis, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'audience, en fait, d'un projet, et puis de leur parler à eux, en fait. Donc, ouais. Et puis, c'est assez facile en étant suisse, parce que la Suisse, c'est petit quand même, on n'a pas même si tout le monde croit que je suis française, mais ils m'appellent la French lady, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer mon nom, donc on n'a pas une identité très forte, on a l'habitude de se conformer, de se fondre, voilà. Ouais. On se fond dans la masse. On a peut-être encore le temps pour une toute dernière question, et après on va devoir mettre un terme à la conversation. Moi, j'aurais aimé savoir le profil des collaborateurs qui sont avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont comme formation professionnelle? Il y a des ingénieurs, il y a vous parliez évidemment de designers. Alors, c'est très divers. En même temps, c'est une profession où on ne vous demande pas de diplôme. Moi, j'ai fait un diplôme de costume designer, on ne me l'a jamais demandé, sauf pour enseigner. Donc, en fait, maintenant, ça devient de plus en plus diversifié. Bon, à Los Angeles, on a beaucoup d'étudiants qui viennent qui ont un diplôme de costume designer à UCLA ou dans des universités comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup de collaborateurs qui n'ont aucune formation, en fait, qui sont des tattoo artistes ou des gens qui sont très indépendants, qui sont souvent très géniaux, en fait. Donc, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir l'envie, la passion, et puis d'avoir je dis toujours des skills, vous voyez, je dis toujours, mais des skills, c'est des compétences. Des compétences artistiques, vous voyez, donc une spécialité, si vous voulez. Donc, je m'entoure de gens de tous les âges, et c'est important qu'ils soient excellents dans ce qu'ils font. Alors, très bien. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci.